Hey, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo petit book haul. J'en commence à en faire de plus en plus finalement parce que entre EasyCash et Emmaüs, forcément, je vous en fais de temps en temps. Si je regarde là, c'est que je regarde mon écran de PC, hein, pas de panique. La semaine dernière, en plus de mes passages habituels chez EasyCash et Emmaüs, eh bien, il y a eu la braderie de Lille et j'ai fait mes petits achats à la braderie de Lille. J'ai acheté 8 livres exactement, en plus de mes achats chez EasyCash et chez Emmaüs. Bah, ça commence à faire et j'ai de quoi vous montrer. Ma petite pile et là. Installe-toi, moi j'ai monté, en plus avec le mug que je viens d'acheter à la foire fouille, pour ne rien cacher, je vais te montrer. Regarde, on voit bien là. Sympathique. 3 € et des poussières, si je ne dis pas de bêtises. Si jamais ça t'intéresse, donc à la foire fouille. Très sympa avec mon petit thé, pain d'épices, pain d'épices. Pain d'épices, épices de Noël, voilà. Parce que je commence à entrer dans le mood de l'hiver. Et on est quand même pas trop mal. En plus, il fait super pourri en ce moment dehors. Je sais pas par chez toi, mais par chez moi, c'est la tempête, le cataclysme. C'est un truc de fou. Mais enfin bon, t'es là pour voir les livres, pour voir mes achats, et je vais te montrer ça tout de suite. Le problème à trois corps de Liu Cixin, je sais pas comment on prononce ça, de Liu, je ne sais pas. Donc 1,99€ chez EasyCash. En pleine révolution culturelle, le pouvoir chinois construit la base militaire secrète de Côte-Rouge, censée abriter le développement d'une arme de grand calibre. Euh, Il y a des prénoms chinois, il y a des noms chinois, je vous jure, c'est pas de ma faute si je le prononce pas bien. Je le dis à chaque fois. Ye Wenji, je sais pas. Une jeune astrophysicienne en cours de rééducation intègre l'équipe de recherche. Là, elle découvre un système de télétransmission dirigé vers l'espace destiné à établir un contact avec les civilisations extraterrestres. Voilà, donc il y a eu une série là-dessus. Il me semble que c'est un premier tome. Je ne veux pas dire de bêtises, donc n'hésite pas à apporter des précisions dans les commentaires, tu en sais sûrement plus que moi. Donc en sachant qu'il y a une série Netflix dessus, je le vois en poche à 2 balles, j'étais obligé quand même de le prendre, par curiosité, tu vois. Je ne lis pas que des polars, bien sûr. Je vais le mettre là. Ensuite, je sais pas si c'est une bonne idée de montrer ça dès le début de la vidéo, mais ne m'insulte pas, d'accord, je ne tolérerai aucun manque de respect. Mais j'ai acheté le Quidditch à travers les âges. Parce que oui, je reste un grand fan d'Harry Potter. Malgré tout, tu vois. Et donc, je l'ai vu, je sais plus combien j'ai payé ça. 50 centimes, je crois. Donc j'ai pris, parce que je l'ai encore jamais lu. Et que je suis très curieux. Voilà. Donc, si tu ne connais pas la saga Harry Potter, c'est le livre Le Quidditch travers les âges. Ça explique les règles du Quidditch. Je vais y arriver. On en entend parler dès le premier film, je crois, et beaucoup plus dans les jeux vidéo aussi. Donc voilà. Le Loup des Ardents de Noémie Adonis, j'ai lu il y a un an ou deux. Je sais plus exactement. C'était le secret, non, le jardin des anatomistes. Voilà. Donc tu peux retrouver la vidéo sur ma chaîne, le YouTube, la chronique sur mon Instagram bien sûr et sur mon Babelio. Donc il y a le lien dans la description, t'hésites pas à aller t'abonner à tout ça. Et donc le jardin des anatomistes, il me semble que c'est un deuxième tome. Le premier tome, le tout début, c'est le loup des Ardents. Donc j'avais beaucoup aimé le jardin des anatomistes avec comment il s'appelle déjà le perso principal. Je crois que c'est pas le même. C'était vraiment très très bien. Médicalement, hyper renseigné, tu vois. C'était vraiment très précis, c'était vraiment super cool. Donc 1561, Sologne. L'hiver s'abat sur Ardeloup. Nuit et jour, la neige tombe, transformant implacablement le village en prison. Puis un mal mystérieux se répand parmi les habitants. Certains ont des hallucinations terrifiantes, d'autres hurlent qu'ils brûlent alors qu'ils sont glacés. Cette maladie, qui imprime sa marque noire sur le corps des mourants, est-elle l'œuvre d'un démon ou celle d'un assassin? Bientôt la superstition embrase les esprits. Il faut un coupable avant qu'il ne reste plus personne pour enterrer les morts. Moi j'adore. Grand Prix des enquêteurs, en plus c'est un bandeau imprimé, je déteste ça. Je déteste ça, c'est vraiment parce que je l'ai eu pas cher, à la braderie de Lille. Ensuite, où je l'ai eu ça? À la braderie de Lille aussi. American Predator, donc il a quand même fait, quand j'ai fait ma story la semaine dernière, que vous avez vu American Predator,
vous avez été quand même pas mal à réagir sur celui en mode oh, c'est une dinguerie, oh là, il est sur ma wishlist, je veux trop le lire. Donc vous m'avez hypé. Vous m'avez hypé. Donc dans les semaines qui suivent, je vais sûrement le sortir. Bah, obligé. Vous m'en avez trop bien parlé. Donc voilà. Encourage peut-être Alaska. Une nuit glaciale de février 2012, la jeune Samantha Koenig disparaît. Une caméra de surveillance raconte bientôt la suite de l'histoire. On y voit un inconnu armé enlever l'adolescente. La police lance une chasse à l'homme jusqu'à l'arrestation d'un suspect bien sous tout rapport. Honnête travailleur et père de famille, comment peut-il vraiment être impliqué dans cette affaire? Donc voilà, American Predator de Maureen Callahan. Donc ça avait l'air d'être trop bien. C'est un roman que j'avais toujours beaucoup vu passer, fut une période, donc chez 10-18. Et donc je jamais vraiment, me suis jamais procuré, jamais vraiment tenté le coup. Mais là, vraiment, combien j'ai payé ça? Je sais plus. Je l'ai eu à la braderie de Lille, hein. Mais je l'ai pas eu à la vieille bourse. J'ai dû l'avoir, je sais plus. J'ai dû payer 1 euro. L'archipel des oubliés de Nicolas Bedelet. J'en ai pas mal de Nicolas Bedelet, j'en ai quelques-uns, mais j'en ai encore lu aucun. Il va falloir que je rattrape ce retard honteux, parce que j'ai déjà une grosse wishlist, une pile, je t'en parle même pas, mais c'est un peu terrifiant. Je lis une cinquantaine de livres par an en moyenne, et là j'en suis à 30. Bientôt à 30. Donc encore une vingtaine et j'atteins mon objectif de 50 livres par an, ce qui est honorable. En tout cas, pour moi, c'est honorable. Je ne suis pas une personne qui lise un livre pour 2 jours. Donc voilà, je ne suis pas à 200 livres par an. Désolé, hein. Sinon, j'aurais bien plus de 1000 abonnés. C'est moi qui vous le dis. Mais voilà. Donc c'était des auteurs, donc quand je vois les livres que j'ai pas, je les achète parce que je sais qu'il y a de grandes chances que ce soit bien. J'en entends toujours énormément de bien. Mais à un moment, il va falloir que je m'y mette. Les inspectrices Grace Campbell et Sarah Geringen, je ne sais pas comment on dit, le savent. Malgré leur caractère opposé, elles doivent unir leurs forces pour neutraliser le passager sans visage. L'architecte du plan diabolique qui mènera l'humanité à sa perte. Seule piste, une bâtisse égarée dans les brumes d'Écosse. Derrière ses volets clos erre une jeune veuve austère en apparence innocente. Mais cette femme est-elle vraiment ce qu'elle prétend être? Ce que les deux inspectrices découvrent dépasse leurs pires hypothèses. Dans une course qui les entraîne du Loch Ness à la Norvège, Grace et Sarah vont devoir repousser les frontières de la peur pour rejoindre l'énigmatique archipel des oubliés, l'ultime rempart au chaos du monde. Donc c'est la suite du Passager sans visage. Celui-là, je me souviens parce que je l'ai. Et puis je me souviens de la sortie. Il avait fait beaucoup parler. Plutôt positif d'ailleurs. J'avais eu 1 ou 2 chroniques plus mitigées. Mais sinon, le Passager sans visage avait été vraiment très bien. Celui-là, j'en ai moins entendu parler à sa sortie. J'ai pas trop souvenir. Autant le Passager sans visage, oui. Slurp. Mais celui-là, moins, sur le coup, tu vois. Ensuite, je me permets de boire mon thé parce qu'à force de parler, ça donne la bouche sèche. Toujours à Braderie de Lille, celui-là, je me rappelle bien, 3,50 €. Je me suis fait un petit peu avoir. Mais j'étais obligé, parce que c'est un Pierre Grimbert, hein. Ce n'est pas un thriller. Pierre Grimbert est un auteur français. C'est celui qui a écrit la saga du Secret de J. Saga, fantasy, française. Moi, je trouve ça mythique. C'est mythique, c'est une saga qui a bercé mon adolescence. Et je ne les ai plus, ou j'ai plus tout. Donc il me faut que je les récupère, bien sûr. Et donc là, j'ai chopé. Donc c'est en petit format, mais c'est mieux que rien. Les Gardiens de J, tome 2, Le Deuil écarlate. Donc je ne vais pas vous lire le résumé parce que c'est un roman au milieu d'une saga, donc ça va pas vous parler. C'est juste la saga du Secret de J. Tapez le Secret de J sur Babelio et voyez l'histoire. Donc c'est une saga de fantasy. Pierre Grimbert, je l'ai rencontré au moment, il y a une dizaine d'années, c'est ça, il y a 10 ans, il sortait, c'était le début de sa saga Gone Lore. Et donc, que j'ai acheté, je crois que je ne l'ai pas lu et je crois que je ne l'ai plus. Ah si, je les vois d'ici. Je les ai encore, je les ai dédicacés. Le mec est trop sympa et vraiment très très gentil. Si vous entendez des klaxons, c'est normal, je crois qu'il y a un mariage qui est en train de passer.
C'est terrible. J'ai une église à côté de chez moi, et il y a des gens voilà, dès qu'il y a un mariage, ça passe en klaxonnant. J'espère que vous avez rien entendu. Mais je vais même pas couper ça au montage, tu sais. Je vais laisser la vidéo brute. Voilà. Donc voilà, la saga du secret de G, que j'ai trouvé à mon adolescence exceptionnelle, tu vois. Vraiment, avec cette saga-là et la saga des Chroniques de Krondor. Ça, c'est les deux sagas qui ont fait mon adolescence. Petite gorgée de thé. L'évangile selon Satan de Patrick Graham, que j'ai eu en grand format il y a longtemps, mais je l'ai pas lu finalement parce qu'à l'époque, ben, ça m'avait pas parlé, j'ai pas réussi à me plonger dedans, j'ai pas réussi à me décider à me lancer dans ce livre, donc du coup je finis par le vendre. Mais là, je l'ai croisé en poche. J'ai dû l'avoir à la vieille bourse aussi, ou... Non, même pas. Il n'y a pas de prix marqué. Bon, pour 1 euro, voilà, en général, les livres comme ça, je les paye 1 euro ou 50 centimes. Donc ça vaut vraiment le coup. Et donc voilà. Mais là, je l'ai en poche, et puis ça prend moins de place, forcément, et je le lirai quand je le lirai, tu vois. Et c'était il y a longtemps que je l'avais, mais très très longtemps, je n'avais même pas encore cette chaîne, ni aucun de ces réseaux dans le book game, donc voilà. Dans sa carrière de profileuse du FBI, au FBI, Mary Parks a vu beaucoup de tueurs en série, mais rarement d'aussi cruels et méthodiques que Caleb le Voyageur. Comme si, venu du fond des âges, il avait été envoyé en mission par Satan lui-même, ou du moins par ses adorateurs rassemblés dans une organisation qui semble prête à tout pour retrouver un livre perdu depuis des siècles. Un livre maudit dont le contenu pourrait renverser l'Église catholique et inaugurer un âge de ténèbres. Aidée d'un exorciste du Vatican et armée de ses propres dons de médium, Mary Parks est alors la seule à pouvoir contrecarrer les noirs desseins des serviteurs du Très-Bas. D'elle dépend désormais l'issue de cette bataille décisive entre le bien et le mal. Ça a l'air trop bien en fait, mais je sais pas pourquoi à l'époque ça m'a pas tenté plus que ça. J'étais dans ma grosse période Dan Brown où je les lisais tous plusieurs fois et je voulais retrouver voilà ces thrillers emprunts à la fois de religion mais du côté un peu thriller, tu sais, un peu haletant, à la Robert Langdon qui court à la fois contre des réponses et à la fois qui échappe à la police. Donc j'étais dans ce mood-là et je voulais retrouver ça, tellement en fait j'en pouvais plus, tellement j'adorais ça. Et j'ai retrouvé ça chez certains, mais sur celui-là, je l'avais commencé. Et en fait, je pense que c'est juste pas Robert Langdon. Et je voulais du Robert Langdon. Il me fallait ma dose de Robert Langdon. Et en ce moment, je l'ai. Au moment, je l'ai. Je l'ai pas mis. Tu m'attends 30 secondes, même pas 20 secondes. Je reviens, j'ai oublié de prendre ce livre. Et je vais même pas couper ça au montage. Et tu bouges pas. Hein. Me voilà. Et quand je te dis que j'ai ma dose de Dan Brown en ce moment, mardi 9 septembre est sorti Le secret des secrets, le dernier Dan Brown. Après 8 ans sans rien sortir, 8 ans. Chaque année, je me suis dit, bah peut-être cette année, bah, ça va peut-être être pour maintenant. On voit une photo de Dan Brown de temps en temps, avec des lieux historiques, il est en train de faire ses recherches pour son roman. Il tease petit à petit, petit tease. Mais non. Mais ça ne venait pas. Et là, c'est venu. Mon Dieu, quand il y a quelques mois, il a commencé à teaser la sortie du roman. Ah là là. Je n'ai plus attendu que ça. Je suis un inconditionnel et ça me donne envie de tout relire. Il y a 3-4 ans, j'ai relu le Da Vinci Code. Je vais peut-être pas le relire tout de suite, mais par contre, les anges et démons, les infernos, le symbole perdu, bah, c'est parti. Là, ça, je pense que je vais faire des relectures avec mon œil d'aujourd'hui. Ça va être terrible. Je vais kiffer. Moi, j'adore. Dan Brown, je suis un grand. En fait, il me fallait des doses de Robert Langdon. C'est pour ça que j'ai pas lu ça. Alors que ça a l'air trop bien, ça. C'était une connerie, ça a l'air bien. Vraiment. Qu'est-ce qui m'a pris, tu vois? L'éminent professeur de symbologie Robert Langdon se rend à Prague pour une conférence sur la noétique donnée par son amie de longue date, Catherine Solomon. La scientifique est sur le point de publier un ouvrage révolutionnaire sur la nature de la conscience humaine. Un meurtre sauvage va soudain précipiter leur séjour dans le chaos. Catherine disparaît et son manuscrit est piraté sur le serveur de son éditeur. J'ai postillonné quand j'ai dit piraté, c'est terrible.
Commence alors une course contre la montre dans Prague et ses mystères. Langdon se retrouve pourchassé par une étrange créature mythologique et devient la cible d'une organisation dont le projet pourrait changer à jamais notre conception de l'esprit humain. J'ai lu juste le début, j'ai à peine commencé, et c'est déjà trop bien, c'est déjà haletant, il se passe déjà 1000 trucs. L'action commence tout de suite, et j'ai l'impression qu'il a fait plus haletant. Je vais dire plus haletant, plus haletant. Les chapitres pour l'instant sont beaucoup plus courts qu'avant. Le Dan Brown réussit à se moderniser. Il fait plus de 600 pages. Hein. Je te préviens, c'est la pavasse, le bébé, c'est... Voilà, tu sens mon enthousiasme. Ah, je vis ma meilleure vie. Je vis ma meilleure vie. Oui, je vais ranger ça. Alors, j'ai un nouveau bureau, du coup, j'ai beaucoup plus de rangement. C'est beaucoup plus pratique. Petite gorgée de thé. Alors, celui-là, je sais plus où je l'ai chopé. Sûrement à la braderie de Lille, parce qu'il n'y a pas la vieille bourse, parce qu'il n'y a pas de prix dedans. Anne Granger, un intérêt particulier pour les morts. Encore une fois, c'est une autrice. Les couvertures sont incroyables. Les résumés sont incroyables. Elle a un nom accrocheur pour une autrice. Tu as très envie de lire un roman de Anne Granger, tu vois. Que tu vois la couverture, tu as tout le packaging. Tu prends ton plaid, un thé. Si tu as un goût pour le thriller un petit peu morbide, ce que ça a l'air d'être, un petit peu sombre, tu vois, mais tu lis un roman d'Anne Granger. J'ai encore jamais lu, mais je suis sûr que c'est exceptionnel. Il faut que je m'y mette. Ah, c'est le mood que j'adore. Je dis ça à chaque fois, et arrivé là, j'en lis jamais. Londres 1864, Lizzie Martin accepte un emploi auprès d'une riche veuve dont la précédente dame de compagnie s'est enfuie avec un inconnu. Mais quand le corps de la jeune fille est retrouvé dans le chantier de la gare Saint-Pancras, Lizzie décide de mener sa propre enquête. Elle pourra compter sur l'aide d'un ami d'enfance devenu inspecteur, Benjamin Ross, pour découvrir la vérité sur la mort de cette femme dont le sort semble étroitement lié au sien. Classique, efficace, sa couverture est incroyable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Je sais plus si je l'avais, celui-là. Si ça se trouve, dans un bouquin précédent, je vous l'ai montré. Le dernier secret du Vatican de Steve Berry. Je commence à en avoir 2-3 des Steve Berry. Et je ne sais plus ce que j'ai. C'est terrible. C'est terrible. Et dans mon application bibliothèque, ça fait un moment que j'ai pas mis à jour ce que j'ai. Donc j'avais beau regarder, bah, j'avais pas trouvé. Et ça se trouve, je l'avais déjà, parce que j'avais pas mis à jour mon application. C'est terrible, hein. Je vous raconte ma vie, vous vous en foutez. Le dernier secret du Vatican, voilà, c'est le genre de truc à la Dan Brown qui me faisait triper il y a 10 ou 15 ans. Et c'est ça que je voulais. Si j'avais connu Steve Berry avant, ce serait peut-être lui mon auteur préféré, pas Dan Brown. Mais ça m'étonnerait beaucoup. Enfin, mon préféré parmi mes préférés. Ma number one, ça reste Agatha Christie. Elle sera indétrônable. Depuis le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, ils ont tous couru après. Les Templiers, Napoléon, Mussolini, et désormais Cotton Malone, libraire et espion de choc, dans une chasse au trésor où les balles se répondent, du lac de Côme jusqu'à l'île de Malte. Quelles indicibles vérités renferme donc ce manuscrit de Constantin, le premier empereur chrétien? Alors qu'à Rome le conclave se réunit afin d'élire un nouveau pape, l'Église tremble. Et le monde avec elle, de peur d'entendre enfin révéler le dernier secret du Vatican. J'adore. Et moi, franchement, ça a l'air bien. Ah, ça a l'air bien. Alors voilà, je suis fan de polar historique, de thriller historique comme ça, bien sûr. Quand j'en aurai lu suffisamment, quand j'estimerai que j'ai assez de connaissances et que j'en ai assez lu des thrillers et polars historiques, il faudra que je vous fasse une vidéo top. Parce que je sais que ça marche beaucoup les vidéos top, d'ailleurs dis-le moi dans les commentaires si tu veux que j'en fasse. Moi je suis beaucoup plus Cozy Mystery et polar historique. Tout ce qui est à l'ancienne, tu vois, et tout ce qui est d'époque. Plus que ce qui se fait de façon plus moderne. Il faudra que je vous fasse des tops si ça vous intéresse, mais j'estime que j'en ai pas lu assez. Je peux pas dire... pas vous faire un top vraiment. Ça se trouve, il y a des trucs qui sont incroyables que j'ai pas encore lus et qui sont pas dans le top et ce serait pas juste de pas les mettre. C'est pour ça que j'en fais pas des tops. Un petit slurp pour la route. De toute façon, c'est une longue vidéo de chill. Hein. Donc t'es posé, tu bois ton thé en même temps que moi. Hein.
Celui-là, je l'ai trouvé en boîte à livres. C'est de William Dietrich, prix Pulitzer apparemment. Hiéroglyphe, c'est aux éditions Le Cherche Midi. Apparemment, Steve Berry justement a dit William Dietrich est un conteur né qui fait évoluer ses personnages sur l'échiquier de l'histoire d'une main de maître. Bah, je verrai bien si c'est vrai. Ça a encore l'air d'être un truc historique complètement dingue. 1799, Napoléon, qui a mené victorieusement sa campagne d'Égypte, part en guerre contre les forces ottomanes et dirige ses armées vers la Terre Sainte. Après avoir emporté Gaza, Jaffa, Nazareth, ces hommes, menés par Lance, Kléber et Murat, assiègent la place forte de Saint-Jean d'Acre. Tenu par Filippo, ancien camarade de l'empereur devenu royaliste, et par les troupes de Djezar Pacha. C'est dans ce contexte pour le moins troublé qu'Ethan Gage, ancien assistant de Benjamin Franklin, donc Gage, poursuit de Jérusalem à Jéricho la quête périlleuse d'un ancien manuscrit égyptien découvert par les Templiers lors des croisades. Ça a l'air d'être un peu la même chose. Il court toujours après un ancien papier, un paplard mythologique avec un secret marqué dessus, et il faut l'attraper avant les méchants parce que sinon on va y avoir des conséquences de fou. C'est une recette qui marche encore sur moi 20 ans après. Hein. Et ça, c'est terrible. Je suis telle une lectrice de romance qui lit toujours le même type de romance avec le même type de mec et le même type de meuf. Ça fait 10 ans qu'elle lit ça, elle s'en lasse jamais. Moi, c'est la même. Et pour les thrillers historiques. Jugez-moi. C'est pas grave. Je vous en voudrais pas, ce sera légitime. Et c'est une comparaison complètement valable. Valentin Musso, alors celui-là, je crois qu'il est sorti l'année dernière. Et il m'a fait de l'œil très très fort. Pourquoi je n'ai pas acheté, pourquoi je ne l'ai pas lu, je ne sais pas. J'ai peut-être un autre livre à lire à ce moment-là, qui est passé en priorité devant celui-là. Mais la maison aux trois, le mystère de la maison aux trois ormes de Valentin Musso, il avait l'air très très bien. J'ai lu Valentin Musso il y a 6 mois, je crois, en audio, en livre audio, et c'était vraiment pas mal du tout. Pas mal du tout. Et donc je me suis dit, bah let's go. Let's go, j'ai eu chez Easy Cash à 8 balles. Bon, un petit peu cher, mais bon. Le commissaire forestier est appelé en urgence par Yves de Montalabert, un aristocrate qui a reçu des lettres de menaces et craint pour sa vie. Le policier se rend chez lui, au cœur de la campagne normande, pour démasquer le corbeau. Mais à sa grande surprise, il découvre que le comte a invité 4 personnalités à se joindre à eux. Un jeune journaliste en vogue, la femme d'un riche industriel, un médecin des beaux quartiers et un général ayant l'oreille du pouvoir. Des convives bien sous tout rapport, du moins en apparence. Le soir même, le comte est assassiné brutalement dans son bureau alors que portes et fenêtres sont verrouillées de l'intérieur. Qui plus est, tous les invités possèdent un alibi irréfutable. Confronté au plus déroutant des mystères de chambre close, Forestier prend l'affaire en main. Il ignore que cette énigme en cache une autre bien plus incroyable encore. C'est un cosy mystérique qui m'excite beaucoup. Et de ce que j'en ai entendu l'année dernière quand des chroniques sont sorties, ça a l'air très très bien. La couverture est franchement cool. Et donc franchement, j'ai très envie de me laisser tenter par ça, je sais pas, peut-être courant novembre, ou octobre, ou mois prochain peut-être. Le meilleur pour la fin, le maître des maîtres. Celui qu'on adole, qu'on idole tous. J'avais le mot adulé en tête et je voulais dire idole. Ou idolâtre. Ça a donné, on l'adole finalement. Qu'on l'adole pas un petit peu. Vous croyez pas? Je vais vraiment y arriver. Il y a des jours plus difficiles que les autres. Donc marche ou crève. Il faut que je fasse la vidéo parce que j'ai lu ce livre. Pas en papier, en e-book. Parce que comme ça, je pouvais le lire même en dehors de chez moi. C'est bien plus pratique que ça. Ça, c'est purement pour la déco. Hein. Et pour le flex. Vraiment, hein, c'est une version de... Je vais te le dire. Une édition France Loisirs de 1989. C'est marqué édition Albin Michel, 1989. Et cette version de France Loisirs, je ne sais pas. Peut-être que c'est la même période. Bref, c'est vieux. Et du coup, c'est vachement bien. J'aime beaucoup la couverture. Les pauvres doivent avoir mal aux pieds. C'est pour ça qu'ils font cette tête-là. Et je vous dirai ce que j'en pense, mais c'était une dinguerie. Psychologiquement,
On entre en empathie, c'est hyper solide, c'était une folie. C'était une folie. Ce roman était une folie. Très psychologique, voilà, c'est pas horrifique, c'est psychologique, mais c'était trop bien. Donc du coup, une fois le roman terminé, je me suis dit, il faut absolument que je l'ai, mais en grand beau format. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? T'allumes Vinted. Voilà. C'est Vinted parce qu'il y a que sur Vinted qu'on peut avoir à des prix corrects, en tout cas, des romans comme ça. Quoique maintenant, les gens commencent à se toucher sur les prix des vieux Stephen King. Parce que des comme ça, j'en ai vu à plus de 20 euros. Les gens, calmez-vous. Moi, je ne paye pas ça plus de 10 balles. Hein. D'ailleurs, j'ai dû le payer 10 balles. Ou 9, 8 ou 9, un truc comme ça, pas plus de 10. Et c'est marqué, il a un peu pris l'eau. Donc oui, ça doit être un peu gondolé, peut-être quelque part, mais franchement, moi je le vois, ça se voit quasiment pas. Ça va très bien dans ma bibliothèque. Ça va rejoindre. J'ai une étagère que pour Stephen King, tellement j'en ai tout en haut. Ben là, vous pouvez pas le voir. Donc voilà, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, peut-être d'avoir bu un thé en même temps que moi, petit dernier slurp. On n'est pas trop mal. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour que je puisse passer aux 1000 abonnés. À la liker, à la partager. Les liens de mes réseaux le lien de mon Linktree est dans la description. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.